Petite vidéo pour dire mon étonnement devant la censure brutale dont a été victime l'humoriste Dieudonné, l'humoriste controversé certes, mais humoriste quand même, brutalement donc condamné et sa chaîne YouTube fermée, interdite. Pourquoi pas si la justice en décide ainsi? Je ne crois pas trop à la justice des hommes parce que je pense qu'il y a beaucoup d'intérêts et beaucoup de gens d'ailleurs qui se sont publiquement réjouis, mais vraiment réjouis de façon presque on va dire indécente de la fermeture de sa chaîne. Comme disait le proverbe africain, je crois, quand le tigre est malade, les chats se prennent pour des lions. Bref, dans le même temps, surprenant, c'est que Eric le zoophile, lui, a tout droit. Le droit à la diffamation, le droit, avec sa violence dans tout ce qu'il peut dire jour et nuit, ce sniper médiatique, Eric le zoophile, d'avoir quasiment fait de sa pseudo-liberté d'expression le droit à la diffamation. C'est un type, Eric le zoophile, qui lui est un assassin du vivre ensemble. Je suis assez content qu'il a été traîné devant les tribunaux et condamné pour l'instant à payer 10 000 € pour son discours ultra raciste d'une violence sans nom concernant les musulmans et l'islam de France. C'est inouï jusqu'où ce type sera libre de balancer autant d'horreur. Donc, Dieudonné censuré, interdit, et pourtant Éric le zoophile, lui, effectivement, applaudi même, et même plébiscité par un tas de gens qui prennent l'histoire de France pour des histoires de Toto et qui avalent finalement toutes les couleuvres d'Éric le zoophile. Tout ça est absolument surprenant. Bref, nous verrons bien. Qui vivra verra, comme dirait l'autre. Je voulais aborder un autre domaine. On a appris cette semaine, et même un peu plus longtemps, par Mediapart, qu'un ami très proche du locataire de l'Élysée, un certain Colère, qui est le directeur le plus proche, hein, l'homme qui a même la signature du président, c'est vous dire, le paraphe du président. C'est du jamais vu qu'un président cède son paraphe à Colère, monsieur Nicolas Colère ou Colère en tous les cas. Alors ce monsieur très surprenant puisque l'année dernière le président, qui respecte tellement l'indépendance de la justice, eh bien, a exigé, a demandé dans une lettre au parquet de ne pas poursuivre monsieur Colère pour la simple raison que ça se fait pas et que cet homme mérite mieux que ça, etc., et que son affaire n'est pas grave. Mais si, son affaire justement est extrêmement grave, pas simplement du fait que Macron demande à la justice de laisser tomber, en profitant, donc en méprisant donc la séparation de la justice et de l'État, puisque ce monsieur a fait profiter des membres de sa famille qui détiennent une des plus grandes sociétés de fret maritime au Havre, une société qui masse la modique somme de à peu près 26 à 29 milliards par an, et il a fait profiter sa famille, le directeur de cabinet, le directeur préféré du cabinet du locataire de l'Élysée, de plusieurs affaires. Donc il y aurait eu un appel d'offres, il y aurait eu comme une magouille, comme il y aurait eu une espèce de... Comment on pourrait résumer ça c'est pas des biens sociaux, c'est plutôt une prise illégale d'intérêt. Vous voyez ce que je veux dire? Une espèce de conflit d'intérêt au sommet de l'État, bien évidemment. Bref, cette histoire est incroyable. Et quand monsieur le locataire de l'Élysée écrit à la justice, donc en fait, il est jugé parti, ce qui n'est pas très bien pour un homme qui se dit respectueux de la dépendance de la justice. Il en est un peu le garant aussi, tout ça. Bon, on voit qu'il est garant, oui, mais peut-être pas pour tout le monde. Et il a écrit une lettre, alors une lettre à son poteau Colère. Ils peuvent être amis, puisqu'il l'était, paraît-il, déjà bien avant, et ils se connaissaient très très bien. Monsieur Macron le défend de toutes ses forces, de toutes ses griffes, de toute sa puissance de président. Et apparemment, cette affaire aurait été classée, si ce n'est la vigilance de quelques juges qui n'ont pas l'intention de laisser tomber cette grave atteinte finalement à ce conflit d'intérêts, à cet homme qui fait passer les intérêts de sa famille, grosse société maritime, avant les intérêts de la France. Du moins qui n'a pas fait jouer la transparence et surtout la libre concurrence. Alors, il a écrit une lettre à la magistrature, M. Macron, alors ça fait penser... Alors, leur amitié est peut-être sincère, hein, poteau, comme Oreste et Pilade, les fameux Grecs qui ont tissé une histoire d'amitié qui est presque de l'amour-amitié entre Oreste et Pilade. Les écrivains sont célèbres
qui ont écrit des courriers pour protéger les leurs ou leur dire leur admiration. Alors la lettre, la relation épistolaire qu'aurait le locataire de l'Élysée avec Colère, son directeur de cabinet, ben, c'est leur affaire. Est-ce que c'est une amitié intime, c'est leur vie privée? Bien entendu. Ça m'a fait penser à d'autres courriers, je me suis mis à plaisanter en pensant à Napoléon qui écrivait des lettres à Joséphine de Beauharnais, lui faisant croire qu'il était très malheureux lorsqu'il ne dormait pas près d'elle. Et lorsque ce Napoléon aussi laissait Joséphine aussi ramasser des paquets de pognon en disant que c'est son argent mais que ça lui revenait. Je dis ça parce que finalement la corruption existait quasiment à tous les niveaux. Je pense aussi aux lettres, puisqu'on est dans les relations épistolaires, aux lettres de Victor Hugo qui a trompé sa femme toute sa vie avec Juliette Drouet, qu'il a traîné partout dans le monde où il est allé avec Juliette Drouet. Je pense à cette relation intime et épistolaire aussi. Alors, je ne veux pas faire de lien entre la relation qu'il y aurait épistolaire du locataire de l'Élysée avec M. Colère, mais l'empressement et la diligence avec laquelle, et la ferveur, et toute la puissance du chef de l'État à vouloir protéger son ami me laisse penser que ces deux hommes s'aiment beaucoup, se respectent très certainement. Donc j'ai pensé aussi à d'autres courriers. Alors il y en a un qui est formidable, une relation épistolaire, c'était Guy de Maupassant, celui qui a écrit Bel Ami. Alors peut-être quelque part le locataire de l'Élysée et M. Colère ressentent aussi une histoire un peu comme Bel Ami, la nouvelle de Maupassant. Maupassant qui était très épris de plusieurs femmes, et notamment d'une femme qui lui a résisté longtemps, et qui lui a résisté tout court, je pense, c'était la marquise de Potoka, ou Potochka. Alors, c'était une relation incroyable, où il rencontrait cette dame qui était très très riche, et qui s'était mariée avec un monsieur qui était, comment dire, très riche, mais qui ne s'occupait pas beaucoup de son épouse, on va dire ça comme ça. Et Guy de Maupassant a écrit des lettres et des lettres, des lettres. Et avec son talent d'écrivain, on imagine qu'il aurait dû faire tomber cette princesse Potochka, mais ça n'a pas réellement pris. Quand on voit que la justice, effectivement, semble effectivement pouvoir relaxer M. Colère, le directeur de cabinet le plus proche, le plus intime du président, c'est pas la même chose pour tout le monde, bien évidemment, puisque je vous rappelle que le moindre Français aujourd'hui est traité comme un gilet jaune. Rappelez-vous, hein, si pendant le confinement, pendant l'emprisonnement à ciel ouvert, si j'ose dire, pendant l'intoxication massive des chaînes et des chiens de garde de désinformation massive, eh bien, si vous ne respectiez pas la distanciation, si vous dépassiez de 5 ou 10 minutes, c'était patatras, 135 € qui tombaient, 235 € par là. Eh bien, tout le monde ne subit pas ce même régime. Il y en a effectivement qui sont un petit peu protégés, qui ont droit à des égards, qui profitent de la politique des égards, comme on disait au XIXe siècle. Et c'est le cas donc des proches de la Macronie. Par contre, un homme comme Mélenchon, qui récemment a été jugé parce que, vous savez, son coup de colère lorsqu'il a été victime d'une perquisition abusive, hein, on a senti que la justice était un peu manipulée, comme le dit Mélenchon. Ils ont débarqué dans son bureau et souvenez-vous, ce coup de colère lorsqu'il a dit « Je suis la République ». Les gens ont eu l'impression de rire. Ils ont eu l'impression de rire de son arrogance. Mais il avait parfaitement raison, M. Macron, de dire cela. Pourquoi? Eh bien, parce qu'effectivement, en tant que représentant du peuple, député, il est quelque part un aspect, il est une partie de la République et son corps, effectivement, est sacré. C'est comme ça. C'est dit dans la Constitution, c'est dit dans la République. Les gens qui ont ri, ce sont des gens souvent des incultes ou des ignorants. Peut-être ont-ils trop suivi les palabres et les vomissements et le dégueulis d'Éric, le zoophile qui prétend leur apprendre la République. Bref, de son côté, M. Macron, lui, la justice a été vigilante, elle a été diligente, elle a frappé fort, elle l'a condamné à 8 000 € pour son coup de sang contre la police qu'il a payé de ses propres deniers. Mais en plus de ça, ça n'a pas suffi puisque M. Mélenchon rappelle que 2 policiers auraient été choqués par ses cris. Il aurait crié tellement fort qu'un des policiers aurait eu 7 jours d'incapacité de travail et l'autre aurait fait des cauchemars parce qu'il a crié trop fort. On est quasiment dans l'absurde, on est quasiment dans le vaudeville dans cette affaire et Mélenchon a été condamné à 53 000 € d'amende. 53 000 € d'amende, il n'a pas fait appel parce qu'il a dit « Je ne crois pas en la justice de mon pays car elle est manipulée. »
Alors on lui a dit, mais c'est pas normal que ces 53 000 euros soient payés par votre parti. Il a dit, c'est comme ça, c'est la règle. La première condamnation de 8 000 euros, je l'ai payé, mais les 53 000 euros, ça a toujours été comme ça. C'est la règle en France, c'est le parti. Alors quand on lui reproche que son parti est payé pour lui, il a rappelé, alors effectivement, le parti, la France Insoumise a payé pour lui, eh bien le parquet l'a poursuivi, parce qu'il ne trouve pas normal que ce soit le parti qui paye et non pas Mélenchon. On sent quand même l'acharnement à vouloir terrasser et à ternir Mélenchon. Je ne défends pas Mélenchon, je vois le deux poids deux mesures, que d'un côté, on peut écrire au parquet pour protéger un ami, l'ami peut-être de la présidence, M. Colère dans une affaire infiniment plus grave, infiniment plus grave. Je vous rappelle que la société maritime de sa famille, au directeur du cabinet du locataire de l'Élysée, c'est une société qui brasse 26 à 29 milliards d'euros. Et plusieurs fois, il a pris parti pour leur octroyer des marchés, leur laisser saisir des marchés. Et ce n'est pas des cacahuètes, hein. Les marchés, ce n'est pas une boîte de yaourt, hein. Effectivement, ça se chiffre en plusieurs dizaines de millions d'euros. Quand on sait que c'est des membres de sa famille, on se dit que ça fait un peu désordre. Il y a quelque chose, comme dirait l'autre, un peu de pourri au royaume de France. Bref, le parquet a reproché à Mélenchon que ce soit la République en marche qui paye. Mais oui, mais c'est une tradition. Alors le parquet lui reproche. Mélenchon a, de façon judicieuse, rappelé que lorsque Sarkozy avait été aussi à peu près dans une affaire effectivement dont il est habituel, enfin, il a quand même un petit casier quand même, l'ex-président Sarkozy, quand il avait été condamné, c'était bien le parti des Républicains qui avait payé pour lui. Ouais. Et là, le parquet n'avait pas poursuivi Sarkozy. Encore une fois, le deux poids deux mesures, l'acharnement sur Mélenchon est réel. Tous ceux qui prétendent à gêner ou avoir un avis contraire, ou un regard contraire, ou un regard critique, sévère, féroce sur la politique actuelle, eh bien, il faut les faire taire. Il faut les cadenasser et il faut les impressionner. Encore une fois, on fait appel à quoi? Eh bien, à la force brutale pour certains et à la force subtile du code civil pour les autres. Très brièvement, j'aimerais conclure avec la nomination, avec le départ de Barbe Blanche. Barbe Blanche, monsieur Édouard Philippe qui a été élu avec 17%, un score pitoyable pour un ex-ministre au Havre. Il est parti au Havre, effectivement, finir ses jeunes jours, parce qu'il n'est pas très vieux. Le locataire de l'Élysée l'a viré, l'a viré de Matignon pour amener un Jean Castex, je crois, que certains appellent déjà monsieur Castex ou Casse-tête. En fait, c'est un cache-misère, ce monsieur qui arrive. Alors, il ne vient pas de nulle part, hein. C'est un monsieur qui est un gros cumulard, qui fut le collaborateur de Sarkozy. Et on nous raconte qu'il cumule tellement de mandats actuellement qu'il en est à 200 000 euros par an. Un mec qui se veut peuple, qui se veut gaulliste, etc. Vous savez, en ce moment, tous ceux qui se réclament du gaullisme sont surtout des égoïstes, hein, quelque part. Mais ça fait bien de se réclamer de Gaulle. Mais le costard, il est trop grand pour vous. Beaucoup trop grand pour vous, le costard de Gaulle. Essayez d'être vous-même, incarner la France d'aujourd'hui. Cessez de vous appuyer sur un homme dont vous n'arriverez jamais de près ou de loin à la cheville. Ce monsieur, donc monsieur Castex, cumulard à 200 000 euros, est venu bonhomme tranquille, parce que Macron n'aime pas la concurrence, n'aime pas un homme qui lui ferait de l'ombre. Édouard Philippe l'aurait peut-être trop gêné dans cette espèce d'amour de lui-même. Le seul apparemment qui aurait l'assentiment du locataire de l'Élysée, c'est Sarkozy, qui est souvent en relation, en contexte, en relation poteau-poteau aussi, avec le président actuel. Alors je ne sais pas trop pourquoi. Ils ont deux choses, ils s'aiment beaucoup. Ce sont des gens qui s'adorent, ce sont un peu des narcissiques, ils se regardent beaucoup, ils sont très agités, Macron se regarde, gesticule dans tous les sens. Son projet, comme il le disait, c'est notre projet, disait-il. Non, c'est son projet, effectivement, c'est de se regarder comme Narcisse dans un miroir et d'être très agité, voire perturbé. Et voir que Édouard Philippe lui aurait fait de l'ombre, il a préféré le chasser pour prendre un homme tout docile comme Jean Castex, qui va être aux ordres, qui n'aura aucun relief, et qui très vite, a montré qu'il se soumettait aux ordres et aux injonctions de son supérieur, à savoir le locataire de l'Élysée. Dans cette course à exister, à être le premier, à être sur tous les médias du matin au soir, c'est la seule finalement occupation finalement de tous ces hommes